Jeudi 12 février 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française. À la une de l'actualité de ce jour, dans une vidéo de plus de 2 minutes publiée sur le réseau social Facebook, le président André Rajoelina a adressé un message de soutien aux compatriotes sinistrés suite au passage du cyclone Gézani hier, ainsi qu'aux populations des régions Mélec et Ménabé touchées par le cyclone Fiti. Il a rappelé à cette occasion que la ville de Toamasn fait partie de celles qui ont bénéficié de nombreuses infrastructures durant son mandat à la tête de l'État. Le président André Rajoelina a affirmé qu'il ne les oublie pas et a exprimé sa solidarité et son soutien à toutes les victimes des catastrophes. Reportage. Le président André Rajoelina n'a pas oublié les populations de la région Antsnanan, notamment celle de Toamasn, ainsi que celle des régions Ménabé et Mélec, sinistrées à la suite des cyclones Gézani et Fiti. Il leur a adressé un message d'encouragement à travers une brève allocution diffusée sur Facebook. Il a particulièrement insisté sur le cas de Toamasn, une ville détruite et ravagée en un instant, en apportant un soutien spécifique aux habitants touchés par la catastrophe. Le président André Rajoelina a rappelé dans la vidéo que Toamasn figure parmi les villes ayant largement bénéficié de nombreuses infrastructures durant son mandat, lesquelles ont malheureusement été détruites par le cyclone. Le président André Rajoelina n'oublie jamais le peuple malagasy et rappelle que c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît les véritables amis. Et selon le rapport provisoire publié par le BNGRC ce matin, à la suite du passage du cyclone Gézani à Madagascar, 36 personnes ont perdu la vie et 257 222 personnes sont sinistrées dans les 5 régions les plus durement touchées, à savoir Antsnanan, Analamang, Analanzrou, Alochamangour et Itas. Reportage. Toamasn figure parmi les localités ayant enregistré le plus grand nombre de décès durant le passage du cyclone Gézani. 32 personnes y ont perdu la vie sur les 36 recensées à l'échelle nationale. 2 décès ont été enregistrés à Batonjazak et 2 autres à Ndzorbe et Brigaville, selon le rapport provisoire publié par le BNGRC ce jour à 10h du matin. Il est à rappeler que 5 régions et 18 districts ont été particulièrement affectés par le passage de Gézani à Madagascar. Au total, 48 sites d'hébergement ont été mis en place dans les 18 districts concernés au sein des 5 régions afin d'accueillir les sinistrés. Outre les personnes décédées, 6 personnes sont portées disparues, 374 ont été blessées et 257 222 personnes sont sinistrées, réparties dans 70 353 ménages. Parmi elles, 8 852 personnes issues de 2079 ménages ont dû être déplacées. Concernant les infrastructures, 11 890 maisons ont été inondées, 37 253 maisons ont été endommagées, 17 980 ont été totalement détruites, 490 salles de classe ont été entièrement submergées par les eaux, 62 établissements scolaires ont été partiellement endommagés et 48 établissements scolaires ont été totalement détruits. La circulation est revenue à la normale sur la route nationale numéro 2 reliant Antananarivo à Toamasn, selon le communiqué publié ce matin par le ministère des Travaux publics. Pour rappel, la RN2 avait été totalement coupée hier en raison de la montée des eaux provoquée par le passage du cyclone Gézani. Toutefois, le communiqué appelle les usagers de la route à faire preuve de prudence, notamment sur le tronçon compris entre Fananjana et Toamasn. Madagascar devra inévitablement faire face à des difficultés sociales et économiques après les dégâts causés par le cyclone Gézani dans la ville de Toamasn, véritable poumon de l'économie malagasy. La population attend désormais des dirigeants une capacité de persuasion diplomatique afin de mobiliser la solidarité internationale pour la reconstruction. Éditorial signé Jean-Claude Ndjemalal. Grande ville et poumon de l'économie malagasy, Toamasn a été dévastée en un instant par le cyclone Gézani. Les destructions sont considérables, la population est en détresse et les opérateurs économiques sont sous le choc. Les séquelles laissées par ce cyclone se font déjà durement ressentir à Madagascar. Le grand port de Madagascar figure parmi les infrastructures les plus touchées, tout comme les entrepôts de stockage qui ont subi d'importants dégâts. Or, Toamasn est le principal port d'approvisionnement de Madagascar. Coupure d'électricité et d'eau, habitations détruites, villes défigurées par cette catastrophe naturelle, le tableau est alarmant.
La destruction de Thomas a suscité de vives réactions, allant jusqu'à alimenter des débats politiques, notamment à propos de certains bâtiments comme le gymnase Arena. Certains groupes ont affirmé que la destruction de certaines infrastructures construites sous le régime précédent serait due à une réalisation à la va-vite ou de qualité médiocre. Pour autant, c'est l'ensemble de la ville de Thomas qui a été durement frappé. Les infrastructures de production d'électricité et de distribution d'eau, anciennes et non construites par le président Andrzej ont également été endommagées. L'hôpital a lui aussi subi des dégâts. Il convient de rappeler que Gézani était classé parmi les cyclones d'une rare intensité et que les dommages qu'il a causés sont comparables à ceux des typhons en Asie ou des ouragans et tornades en Amérique. Même lorsque les constructions respectent les normes, il existe toujours des limites face à des vents d'une violence extrême. Concernant spécifiquement le gymnase Arena de Thomas, la toiture a été la plus gravement touchée, tandis que les murs et les autres structures porteuses ne semblent pas avoir subi de dommages majeurs. Aujourd'hui, la population de Thomas n'a besoin de solidarité. Ce n'est ni le moment des querelles ni des attaques politiques, mais celui de l'entraide et de la mobilisation collective. Reste à savoir quand Madagascar pourra se relever des dégâts laissés par Fiti et Gézani, si les débats nationaux continuent de se focaliser sur des polémiques plutôt que sur la reconstruction. Et autour de la météorologie de demain, bien que le cyclone Gézani ait déjà quitté le territoire pour rejoindre la mer, une hausse importante du niveau des eaux est encore prévue au cours des 24 prochaines heures dans les bassins versants des régions suivantes: Analanzrouf, Antna, Analochamangour, Sophie, Bouen, Bezbouk, Melak et Menabe. Par conséquent, une rouge pour risque de crue est maintenu pour les populations riveraines des rivières suivantes: Bezbouk, Mahav Sud, Unbe, Mangour, Ivon, Joriana, la Manambou, Naranbe, Manamboul, Sambao et Swan, selon les informations communiquées par le service de la météorologie. Reportage. Même si le cyclone Gézani s'est déjà éloigné vers le canal de Mozambique, une augmentation significative du niveau des eaux est toujours attendue dans les prochaines 24 heures dans les bassins versants des régions Nalanzrouf, Atsnan, Alochamangour, Sophie, Bouen, Bezbouk, Melak et Menabe, d'après le bulletin publié ce matin à 11h par la Direction générale de la météorologie. Ainsi, une alerte rouge valable pour les 24 prochaines heures est maintenue pour les populations riveraines des rivières Bezbouk, Mavav Sud, Unbe, Mangour, Ivonge, Rianil, Manambao, Ranbe, Manamboul, Sambao et Swan. Une alerte verte pour risque de crue est également en vigueur pour les habitants vivant le long de la rivière Mahadzambe. En revanche, l'alerte concernant la montée des eaux pour les riverains de la rivière Tirbine est levée. Toutefois, la population est appelée à rester vigilante dans l'utilisation de l'eau, selon Météo Madagascar. Par ailleurs, pour demain, vendredi 13 février, des pluies intermittentes parfois accompagnées d'orages sont prévues dans le nord de l'île. Des pluies passagères sont attendues sur les côtes de Melak, à Bel-sur-Tirbine et à Mourndave. Quelques orages isolés pourraient également concerner Antala ainsi que les côtes d'Ambatsou et d'Analanzrouf. Le ciel sera couvert dans les régions de Diana, Sava, Alochamangour, Antsnanan, Vadvav, ainsi que dans la partie est de Sophie, Analamink et Vaknakarach. Dans les autres régions, le temps sera généralement nuageux à peu nuageux. Dans l'après-midi de demain, des averses localement orageuses pourraient toucher Sophie, Bouen, Melek, Bezbouk, Alochamangour, Ponglav, Analamink, Itas, Vaknakarach et Ambanz. Quelques orages isolés sont encore possibles dans la Sava, Ambatsou, Analanzrouf, ainsi que dans le nord d'Antsnanan. Dans les autres régions, le temps sera globalement sec. Et c'est ce qui nous conduit aux actualités internationales de ce soir. En France, l'intempête Nils, d'une force peu fréquente selon Météo France, balaye aujourd'hui le sud de la France avec des rafales qui ont dépassé 160 km/h au cours de la nuit dans les Landes, faisant un mort. Quelques 850 000 foyers étaient privés d'électricité jeudi matin dans le pays. France 24. Des arbres déracinés, des routes coupées comme ici en Gironde. Et ce matin, 850 000 foyers privés d'électricité. En Vendée hier soir, ce gymnase ouvre ses portes pour accueillir des sinistrés, des habitants évacués pris de court par la montée des eaux. C'était arrivé d'autres fois que nous avions inondé, mais peut-être pas à ce point-là.
on laisse tout, quoi, nos petits animaux, nos chats, nos meubles, tout, nos souvenirs. On espère qu'on retrouvera tout ça après. Dans le sud et l'ouest, 3 départements sont en vigilance rouge. La Gironde et le Lot-et-Garonne pour crues, l'Aude pour vent violent, avec des rafales pouvant atteindre 140 km/h. Le meilleur moyen de se préserver, c'est de rester chez soi. Si, pour des raisons impératives, on est obligé de prendre son véhicule et de se déplacer, il faut le faire avec beaucoup de prudence, ne pas s'engager sur des voies fermées, ne pas s'engager sur des voies où il y a de l'eau. Toute la journée, les niveaux des cours d'eau seront particulièrement surveillés. D'importantes inondations sont redoutées. Et au Bangladesh, les Bangladais se sont réunis aujourd'hui en grand nombre devant les bureaux de vote lors d'élections législatives dont ils espèrent qu'elle apportera stabilité et croissance après la destitution en 2024 de la première ministre de longue date, Sheikh Hasina, renversée par un soulèvement populaire. France 24. De longues files d'attente devant les bureaux de vote à Dhaka. Plus de 127 millions de Bangladais sont appelés aux urnes. Beaucoup nourrissent l'espoir d'élections libres après les 15 années au pouvoir de la très autoritaire Sheikh Hasina, marquée par des fraudes lors des scrutins. Après tout ce temps, nous votons enfin librement aujourd'hui. C'est notre droit en tant que citoyen. Je ne veux rien de particulier. Je veux juste la paix. Nous voulons rester en bonne santé et bien vivre. Victoire au Bangladesh. Les élections sont très attendues, 1 an et demi après la fuite de Sheikh Hasina pour l'Inde. À l'été 2024, avant d'être renversée par les manifestants, la première ministre avait ordonné une répression sanglante d'un mouvement étudiant, faisant 1400 morts selon l'ONU. Sheikh Hasina a depuis été condamné à mort par contumace pour crimes contre l'humanité. Son parti est désormais déclaré hors la loi au Bangladesh. Ces deux opposants historiques sont favoris pour les élections législatives. D'un côté, le parti nationaliste du Bangladesh avec à sa tête Tariq Rahman, et de l'autre une coalition proche des frères musulmans qui prône une stricte application du Coran dans toute la société. Les partis politiques ont signé une charte impliquant une série de mesures à adopter pour renforcer la démocratie dans le pays. Elle doit être approuvée par référendum. Le scrutin reste incertain et se déroule sous une forte présence sécuritaire. Plus de 300 000 soldats ou policiers sont mobilisés. Les partis politiques appellent la population à voter massivement pour appuyer la légitimité du nouveau Parlement et ainsi tourner la page de 15 ans de pouvoir marquée par la violence. Et pour clore cette édition de ce soir, toujours à l'international, selon un rapport de l'organisation Impact, plus de 1400 personnes issues de 35 pays africains ont rejoint l'armée russe depuis le début du conflit. Beaucoup ont été dupés, attirés par des offres d'emploi factices et contraints de combattre en Ukraine. C'est le cas de plusieurs ressortissants kényans. Les détails avec France 24. Jeudi dernier, dans un village du centre du Kenya, une équipe de la télévision allemande suit une famille qui enterre symboliquement Charles Waitaka, 31 ans. Attiré en Russie par une agence qui lui promettait une place de mécanicien pour l'armée, il a dû à son arrivée signer un nouveau contrat en russe qui a fait de lui un soldat. Il a dit « À l'heure où je vous parle, je suis en plein entraînement au combat. La situation n'est pas bonne, priez pour moi. » Envoyé sur le front, Charles a sauté sur une mine. Selon l'ambassadeur ukrainien à Nairobi, son cas est loin d'être isolé. La Russie n'arrive plus à recruter. Et il leur revient moins cher de chercher ailleurs dans le monde en exploitant la détresse économique des populations. Des enquêtes comme celle de l'AFP le confirment. Sur les réseaux, des agences font miroiter des visas et des salaires compris entre 920 et 2400 euros mensuels, une fortune au Kenya. Mais une fois en Russie, les recrues, bien souvent sans passé militaire, signent des contrats rédigés en cyrillique et sont envoyés au front, comme chair à canon. Le gouvernement kényan a annoncé mardi une visite à Moscou en mars. Nous demandons au gouvernement russe de veiller à ce que les Kenyans ne soient pas inscrits sur la liste des personnes susceptibles d'être recrutées. Nous voulons que ce soit clairement établi.
Une liste publiée dans le nouveau rapport du groupe d'investigation All Eyes on Wagner contient les noms de 1417 combattants originaires de 35 pays du continent enrôlés dans l'armée russe entre 2023 et mi-2025. 316 sont morts, soit un taux de décès supérieur à 22%. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.